Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Sandra Kay est née le 26 mai 1949 à Lyon, une petite ville paisible du Kansas. En grandissant dans une famille aimante, elle était la fille de Clarence et Elizabeth Werther et partageait un lien indéfectible avec ses deux sœurs. Ensemble, elles ont traversé les années d'école, toujours unies, que ce soit dans la cour de récréation ou autour de la table familiale. Leur enfance était marquée par des moments de complicité, de rire et d'une simplicité qui semblait promettre un avenir sans nuages. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Sandra, pleine de rêves et d'espoir, s'est tournée vers un projet de vie qui lui tenait à cœur, fonder une famille. Elle entretenait une relation sérieuse avec son petit ami de l'époque et tout semblait indiquer qu'ils allaient construire un futur heureux ensemble. Rapidement, ils se sont mariés et ont accueilli un petit garçon dans leur foyer, qu'ils ont appelé Chad. Cependant, le rêve s'est brisé. Ce premier mariage, qu'elle pensait solide, s'est effondré sous le poids des déceptions. Sandra a réalisé que l'homme qu'elle avait tant aimé n'était pas celui qu'elle croyait, et c'est avec courage qu'elle a décidé de mettre fin à cette union. Mais malgré cet échec, elle n'a jamais perdu de vue son rêve de grande famille. Résolue à ne pas se laisser abattre, Sandra a cru de nouveau en l'amour. Elle a rencontré un autre homme et espérait que cette fois le bonheur serait au rendez-vous. Pourtant, le destin en a décidé autrement. Cette seconde relation s'est également effondrée, et une nouvelle fois, Sandra s'est retrouvée à devoir affronter la fin d'un autre chapitre de sa vie. En 1976, Sandra, désormais mère célibataire, a pris un tournant décisif dans sa vie en acceptant un emploi dans une usine spécialisée dans la fabrication de pompes et de pistons pour machines industrielles. Cette opportunité l'a conduite à déménager avec Chad à Hutchinson, une ville plus grande où elle espérait offrir un avenir meilleur à son fils. Le changement de décor fut bénéfique. Sandra s'est rapidement fait une place dans l'usine, où sa diligence et son sens des responsabilités ont impressionné la direction. Ses collègues la respectaient, admirant son éthique de travail, mais aussi son attitude chaleureuse au sein de l'équipe. Dans cet environnement, Sandra a trouvé un certain équilibre, malgré les défis de la vie de mère célibataire. C'est à l'usine qu'elle a croisé le chemin de Jerry Miles, un homme qui, dès le départ, l'a captivée. Leur connexion a été immédiate. Ce qui a commencé comme une simple amitié entre collègues s'est rapidement transformé en une relation amoureuse. Jerry et Sandra partageaient une complicité rare et il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils décident de se marier. Leur union s'est formée rapidement, presque précipitamment, mais ils semblaient sincèrement amoureux et désireux de bâtir une vie ensemble. Jerry, manifestant un profond attachement, a même pris la décision d'adopter Chad, renforçant ainsi les liens familiaux. 1 an après leur mariage, Sandra attendait un nouvel enfant. En septembre 1980, une petite fille, Tracy, est venue agrandir la famille. Pour Sandra, la naissance de Tracy représentait l'accomplissement d'un rêve qu'elle nourrissait depuis longtemps, celui d'une grande famille unie. Jerry partageait ce bonheur et semblait être un père dévoué, emmenant régulièrement Chad et Tracy au lac voisin pour des moments privilégiés. Leur journée était rythmée par des sorties en famille, des rires au bord de l'eau, tandis que Sandra préparait des dîners chaleureux et veillait au bon fonctionnement de leur foyer. De l'extérieur, le mariage de Sandra et Jerry semblait presque idyllique. Ils formaient un couple uni avec leurs 2 enfants, et tout le monde pensait que leur relation était solide. Mais sous cette façade se cachait une réalité bien plus sombre, que seuls les amis les plus proches et les membres de la famille étaient en mesure de percevoir. Après 7 ans de relation, Sandra n'en pouvait plus. Elle ne supportait plus l'alcoolisme de son mari, un secret qu'elle avait gardé trop longtemps. Pour beaucoup, cette révélation fut un choc. Sandra avait toujours fait en sorte de cacher les excès de Jerry, refusant de ternir l'image de la famille qu'elle avait tant voulu bâtir. Mais la situation était devenue intenable. Finalement, Sandra a pris la décision difficile de se séparer de son 3e mari et d'élever ses enfants seule.
Elle avait tenté de sauver leur mariage, répétant souvent que Jerry, dans ses moments de sobriété, était un homme merveilleux. Mais l'alcool prenait de plus en plus le dessus, transformant Jerry en quelqu'un de méconnaissable. Au début, il parvenait encore à se contrôler, mais peu à peu sa dépendance s'est aggravée. Les périodes d'ivresse devenaient plus fréquentes et plus longues, et Jerry, dans ces moments, devenait un poids insupportable pour Sandra. En plus de son travail à l'usine, elle devait gérer son foyer et protéger ses enfants de l'instabilité de leur père. Au fil du temps, Sandra s'épuisait. Elle tenait encore debout par force de volonté, mais chaque jour la rapprochait un peu plus de ses limites. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Elle voyait toujours en Jerry un père aimant et un mari attentionné, mais son addiction à l'alcool a été le facteur destructeur de leur relation. C'est cette raison, et seulement celle-ci, qui a poussé Sandra à quitter Jerry. De nouveau, Sandra se retrouvait mère célibataire. Elle reprenait le rôle qu'elle connaissait si bien, travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins de Chad et Tracy. Les périodes où Jerry essayait de rester sobre, il apportait un peu d'aide, mais chaque rechute plongeait Sandra dans une solitude profonde. Néanmoins, elle restait sûre d'elle-même et de ses capacités. Elle n'a jamais cessé de croire en un avenir meilleur pour ses enfants et de tout faire pour leur offrir une vie stable et épanouie. Abandonner n'était jamais une option pour elle. Malgré les difficultés, Sandra continuait de tout donner pour ses enfants. Elle passait tout son temps libre avec eux, faisant de chaque moment passé ensemble une source de réconfort et de soutien. Ces épreuves ont eu un effet paradoxal. Elles ont rapproché Sandra de Tracy. Leur relation est devenue plus forte, plus intime. Tracy, qui voyait les efforts inlassables de sa mère, lui apportait tout son soutien. Quant à Chad, désormais plus âgé, il s'était éloigné du cocon familial. Il avait trouvé un emploi, une petite amie, et avait déménagé, débutant sa propre vie d'adulte. Mais Tracy, elle, restait aux côtés de sa mère, comprenant que tous les sacrifices de Sandra étaient avant tout pour elle. Au printemps 1997, la relation entre Sandra et sa fille Tracy, alors âgée de 16 ans, a commencé à montrer des signes de fragilité. Tracy traversait cette période complexe et tumultueuse de l'adolescence, marquée par les premiers amours, les rébellions silencieuses et les émotions débordantes. Elle avait rencontré son premier petit ami et, comme tant d'adolescentes, elle se laissait emporter par cette nouvelle aventure sentimentale. Mais avec cela sont apparues des tensions. Sandra, qui connaissait trop bien les pièges de l'amour et les désillusions qui peuvent en découler, voyait ses premiers émois avec inquiétude. En tant que mère, elle cherchait à apaiser la situation, à maintenir un lien solide avec sa fille malgré les conflits. Elle comprenait que cette première relation amoureuse était éphémère, une étape dans le processus de croissance de Tracy et qu'il était primordial de préserver leur relation mère-fille. Mais Sandra, marquée par ses propres échecs conjugaux, était hantée par l'idée que Tracy pourrait répéter les mêmes erreurs. Elle voulait la protéger, la guider pour qu'elle ne souffre pas comme elle-même l'avait fait par le passé. Heureusement, comme Sandra l'avait espéré, cet amour adolescent s'est rapidement dissipé, et avec lui, les tensions semblaient s'apaiser. Pour marquer cette réconciliation et récompenser Tracy, Sandra a fait un geste significatif. Elle a acheté à sa fille une Ford Mustang noire, la voiture dont Tracy avait tant rêvé. Ce cadeau était bien plus qu'un simple véhicule. C'était une promesse, une façon pour Sandra de dire à sa fille « Je crois en toi et en ton avenir ». Tracy adorait sa Mustang. Elle en était si fière qu'elle arrivait chaque matin en avance au lycée, voulant être la première à garer sa voiture, espérant que tous ses camarades la voient. Aux yeux de Sandra, tout semblait s'améliorer. Tracy paraissait sur la bonne voie, avec un bel avenir devant elle, et Sandra nourrissait de grands espoirs pour elle. Elle voulait tout faire pour que ses rêves se concrétisent, prête à se sacrifier si nécessaire. Elle voyait en sa fille la possibilité d'un avenir meilleur, celui qu'elle-même n'avait pas réussi à atteindre. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que ce bonheur retrouvé allait bientôt être anéanti. Le 20 mars 1998, une nouvelle bouleversante et pourtant joyeuse est venue éclairer la vie de Sandra. Chad, son fils, et sa petite amie lui ont rendu visite pour lui annoncer une grande nouvelle. Ils allaient avoir un bébé. Sandra allait bientôt devenir grand-mère, une perspective qui la comblait de bonheur. Pour elle, c'était un nouveau chapitre, une promesse d'avenir, une nouvelle raison de se battre pour sa famille.
L'arrivée imminente de ce petit-fils lui apportait une lumière dans une vie marquée par tant de défis. Mais seulement 10 jours plus tard, le 30 mars 1998, l'histoire a pris une tournure sombre. Ce matin-là, la sœur de Sandra Patricia et son mari Bill ont vu leur petit déjeuner brusquement interrompu par un appel de l'employeur de Sandra. Celle-ci n'était pas venue travailler depuis 5 jours, un comportement totalement inhabituel pour une femme aussi responsable. L'employeur, inquiet de son absence prolongée, avait tenté de la joindre à plusieurs reprises, sans succès. Inquiète, Patricia a réalisé qu'elle non plus n'avait eu aucune nouvelle. Bien qu'elle ne se parlait pas tous les jours, l'absence de communication commençait à sembler suspecte. Avec un mauvais pressentiment, Patricia et Bill ont décidé de se rendre chez Sandra pour s'assurer que tout allait bien. À leur arrivée, ils ont découvert la porte de la maison verrouillée et une étrange absence de vie émanait de l'endroit. Tracy, la fille de Sandra qui menait une vie active entre ses études et ses sorties, aurait dû être à la maison. Cela ajoutait à l'inquiétude. Désemparés, ils ont décidé de se rendre à l'école pour vérifier si Tracy y était. Là, la situation a pris un tour encore plus alarmant. Les enseignants étaient également préoccupés. Tracy n'était pas venue à l'école depuis plusieurs jours, et malgré leur tentative de contacter la famille, personne ne répondait. Face à cette accumulation de faits inquiétants, Patricia a pris une décision cruciale. Elle a contacté la police pour signaler la disparition de Sandra et de Tracy. Les forces de l'ordre ont pris l'affaire très au sérieux et se sont immédiatement rendues sur place pour enquêter. À leur arrivée, Patricia a remis aux policiers un double des clés de la maison, espérant qu'ils découvriraient une explication rassurante. Mais ce qui les attendait derrière la porte était bien plus sombre qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Dès qu'ils ont pénétré dans la maison, une odeur lourde et nauséabonde de décomposition les a frappés. Les policiers, expérimentés, ont compris instantanément qu'ils étaient face à une scène de crime. Sans perdre de temps, ils ont pris soin de ne pas contaminer les preuves, demandant à Patricia de rester à l'extérieur pendant qu'ils appelaient des renforts. Lorsque les experts criminologues sont arrivés, ils ont découvert le corps en décomposition d'une femme allongée sur le lit, recouverte d'une couverture. En soulevant cette couverture, l'horreur est apparue. Le cou de la victime était enserré par un cordon d'alimentation, vraisemblablement utilisé pour l'étrangler. Son visage et sa tête étaient si gravement défigurés qu'il était impossible de l'identifier sur le moment. Les blessures étaient nombreuses, et bien que l'état avancé de décomposition ait rendu difficile la détermination du nombre exact de coups, il était évident que la victime avait été frappée à la tête de manière brutale. Cette mort violente laissait peu de place au doute. Sandra avait été assassinée. Cependant, une question demeurait. Où était Tracy? Malgré des recherches approfondies dans la maison, aucune trace de la jeune fille de 17 ans n'a été trouvée. Tout portait à croire qu'elle avait disparu. Les enquêteurs, redoutant qu'elle ait elle aussi été victime d'un agresseur, ont immédiatement lancé une alerte pour disparition. Mais quelque chose ne collait pas. Aucune preuve dans la maison ne suggérait que Tracy avait subi le même sort que sa mère. Les policiers étaient confrontés à une énigme. Tracy avait-elle été enlevée ou se cachait-elle quelque part? Les questions s'accumulaient, tout comme les pistes. Les policiers de Hutchinson ont commencé à examiner chaque détail, interrogeant les voisins, les anciens maris de Sandra, et cherchant des indices qui pourraient expliquer qui aurait voulu mettre fin à la vie d'une femme de 48 ans, dévouée à ses enfants et à son travail. Pourquoi quelqu'un aurait-il voulu faire du mal à Sandra, une mère aimante? Et que s'était-il passé avec Tracy? Patricia, la sœur de Sandra, ainsi que Chad, son fils, et l'ex-mari de la défunte, ont été immédiatement informés du meurtre brutal de Sandra et de la disparition de Tracy. L'annonce a eu l'effet d'une bombe. Ils étaient sous le choc, incapables de comprendre comment un tel drame avait pu frapper une femme aussi douce et réservée. Sandra n'avait jamais eu d'ennemis, pas même de personne avec qui elle entretenait des relations tendues. C'était une mère dévouée qui consacrait toute son énergie à subvenir aux besoins de sa fille et à bâtir un avenir pour elle. Rien dans son entourage ne semblait suggérer qu'elle aurait pu être la cible d'une attaque aussi cruelle. Désespéré et convaincu que sa sœur Tracy était retenue contre son gré, Chad a lancé un appel à travers le journal local.
Il implorait qu'on lui rende sa sœur, qu'il considérait comme son dernier parent vivant, arraché par ce qu'il appelait un méchant. Pour lui, cette situation était inconcevable, et l'idée que Tracy puisse être en danger l'accablait de chagrin. Ce n'est que sur la table des médecins légistes que l'ampleur de l'horreur des derniers instants de Sandra a été pleinement révélée. L'examen post-mortem a révélé à quel point elle avait souffert. Renversée au sol, Sandra avait été frappée à plusieurs reprises à la tête avec un objet contondant, une violence impitoyable. Pendant que l'un des assaillants la maintenait, un autre serrait fermement un cordon d'alimentation autour de son cou, l'étranglant progressivement. De larges hématomes sur son corps témoignaient d'une bastonnade prolongée et brutale, indiquant qu'elle avait subi des coups répétés avant de succomber. Le médecin légiste a conclu qu'il devait y avoir au moins 2 agresseurs, expliquant ainsi comment elle avait pu être immobilisée tout en étant attaquée. Face à une telle barbarie, les enquêteurs ont d'abord envisagé l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Peut-être que Sandra avait surpris des intrus en train de voler, déclenchant une confrontation qui aurait fini par sa mort. Mais en inspectant la maison, cette version est rapidement devenue improbable. Aucun signe d'effraction n'a été trouvé et rien ne semblait avoir été volé, à l'exception de la voiture préférée de Tracy, une Ford Mustang noire. Cependant, voler une voiture ne justifiait pas un tel acharnement. De plus, la violence des blessures infligées à Sandra ne correspondait pas au comportement d'un simple voleur. Un cambrioleur aurait probablement agi plus rapidement, frappé pour neutraliser puis pris la fuite. Ici, tout indiquait une attaque méthodique, motivée par une intention claire de tuer. Les enquêteurs ont ensuite exploré une autre piste, celle d'une attaque perpétrée par un maniaque, mais cette option a été écartée, car les tueurs en série agissent généralement seuls, tandis que la présence de plusieurs agresseurs était évidente dans ce cas. De plus, la cruauté des blessures suggérait une dimension profondément personnelle. Cela ne ressemblait pas à un crime aléatoire, mais plutôt à l'aboutissement d'une hostilité nourrie depuis longtemps. Le temps pressait. Tracy, toujours disparue, était probablement entre les mains des meurtriers de sa mère et chaque minute comptait. Les policiers étaient convaincus que Sandra avait elle-même ouvert la porte à ses agresseurs. L'absence de traces d'effraction ne laissait que peu de place au doute. Elle connaissait ceux qui allaient la tuer. Cette certitude a poussé les enquêteurs à se concentrer sur l'entourage proche de Sandra. Ils ont contacté ses amis, voisins, collègues et surtout sa famille. Mais ce sont ses ex-maris qui attiraient particulièrement leur attention. Avec leurs histoires communes, les rancunes accumulées au fil des années auraient pu fournir un mobile solide. Le dernier ex-mari de Sandra en particulier représentait un suspect sérieux. Il souffrait de problèmes d'alcool et les policiers ont imaginé un scénario où, ivre de colère, il serait venu chez son ex-femme pour régler leurs différends, ce qui aurait conduit au meurtre. Pourtant, cette piste prometteuse s'est effondrée rapidement. L'homme avait un alibi solide pour la nuit du meurtre, forçant les enquêteurs à le retirer de leur liste de suspects. Face à cette impasse, les policiers ont poursuivi leur investigation. Ils ont interrogé toutes les connaissances de Sandra, essayant de comprendre qui, dans son cercle, aurait pu nourrir une haine suffisamment violente pour commettre un tel acte. La sœur de Sandra a indiqué aux enquêteurs que la dernière fois qu'elle avait vu sa sœur vivante remontait à 5 jours avant l'appel de l'employeur, ce qui coïncidait avec la dernière fois que Tracy avait été vue à l'école. Ce jour-là est devenu le point de départ des investigations. Malheureusement, les discussions avec les amis et collègues de la victime n'ont pas apporté de nouvelles informations. Les enquêteurs se sont donc tournés vers les voisins, dans l'espoir de recueillir des détails qui auraient échappé aux proches de Sandra. Le quartier où elle vivait, habituellement calme et tranquille, s'est transformé en un lieu de rumeurs et de spéculations. Tout le monde connaissait tout le monde, et la nouvelle du meurtre s'était répandue à une vitesse fulgurante. Le lendemain de la découverte du corps, des foules de curieux s'étaient rassemblées autour de la maison de Sandra, sur le chemin d'accès, espérant comprendre ce qui avait bien pu se passer. Certains n'étaient là que par curiosité, mais la majorité des habitants étaient inquiets, sachant qu'un meurtrier rôdait peut-être encore dans les parages. À cela s'ajoutait la disparition de Tracy, renforçant les craintes qu'un criminel puisse également être en liberté. Heureusement, parmi cette foule de badauds, quelques témoins se sont révélés particulièrement utiles. Un voisin, qui vivait juste en face de la maison de Sandra,
a déclaré aux policiers avoir vu Tracy environ 5 jours avant la découverte du corps de sa mère. Le 25 mars, il avait remarqué la jeune fille en compagnie de 2 garçons. Ils étaient tous montés dans une voiture appartenant à l'un d'eux avant de partir ensemble. Depuis, il ne les avait plus revus. Cette information ne correspondait pas à l'idée initiale d'un enlèvement violent, ce qui a conduit les enquêteurs à envisager de nouvelles pistes. Les 2 amis de Tracy s'appelaient Mark et Jay et vivaient tous 2 à proximité de la maison de la disparue. Sans perdre de temps, la police a décidé de les interroger. Plusieurs officiers se sont immédiatement rendus chez Mark. En approchant, ils ont remarqué une voiture rouge garée devant la maison. Cependant, dès que le conducteur a vu les policiers arriver, il a démarré en trombe, s'enfuyant à toute vitesse. Ce comportement a immédiatement éveillé les soupçons des enquêteurs. L'un des policiers a rapidement signalé la situation aux patrouilles qui se trouvaient sur la route. Il était clair que le jeune homme cherchait à échapper à quelque chose, et les policiers étaient déterminés à le rattraper. Peu de temps après, Mark a été intercepté à seulement quelques kilomètres de sa maison. Le jeune homme était au volant de la voiture rouge, et à ses côtés se trouvait un autre ami qui, selon eux, était également préoccupé par ce qui s'était passé chez Sandra. Interrogés sur leur comportement suspect, les 2 jeunes hommes ont affirmé avoir simplement paniqué en voyant la police. Mais les enquêteurs, avec leur expérience, sentaient que quelque chose leur échappait. Mark et son ami ont donc été immédiatement arrêtés et conduits au poste pour interrogatoire. Au commissariat, les jeunes ont expliqué leur comportement nerveux, répétant qu'ils avaient été terrifiés par les événements tragiques impliquant Sandra. Ils ont tous 2 donné des versions similaires, mais aucune preuve concrète n'a été trouvée pour les incriminer. Après avoir vérifié leurs témoignages, la police a fini par les relâcher. Cependant, ces interrogatoires ont révélé des informations précieuses. Les policiers ont appris que Tracy avait précédemment fréquenté un garçon du nom de Jérémy, un jeune homme que Sandra n'appréciait pas du tout. Sandra, en raison de ses propres expériences malheureuses, voyait en Jérémy une menace pour l'avenir de sa fille. Elle était convaincue que ce jeune homme aurait une influence néfaste sur Tracy. Cette opinion avait conduit Tracy à rompre avec Jérémy, et peu de temps après, elle avait commencé à sortir avec un autre garçon, Paul Nelson. Toutefois, la rupture avec Jérémy n'avait pas apaisé les tensions. Au contraire, plusieurs témoins ont rapporté que, dans les jours précédant la tragédie, Tracy avait eu une violente dispute avec sa mère au sujet de ses fréquentations. Sandra n'aimait ni Jérémy ni Paul, ce qui avait provoqué de nombreux conflits entre elles. Les enquêteurs ont alors décidé d'interroger davantage d'adolescents proches de Tracy et de Jérémy. Ils ont appris que Jérémy avait une personnalité difficile, et plusieurs témoins ont affirmé qu'il avait même menacé de tuer Paul. Cependant, ce n'était pas seulement la jalousie qui animait Jérémy. Il tenait Sandra pour responsable de la rupture avec Tracy. Leur relation était si tendue que Sandra avait dû demander une ordonnance restrictive contre Jérémy en raison de ses menaces répétées. Le jeune homme avait un passif inquiétant avec la police, ayant déjà accumulé plusieurs infractions. Jérémy semblait désormais être le suspect principal. Il avait un mobile clair. Il nourrissait une rancune profonde contre Sandra, qu'il accusait d'avoir détruit sa relation avec Tracy. Sa colère, déjà connue de ses amis et exacerbée par l'alcool lors de certaines soirées, laissait penser qu'il était capable de cruauté. Les enquêteurs ont alors supposé que Jérémy pourrait avoir tué Sandra et enlevé Tracy, la retenant contre son gré. Il devenait urgent de retrouver Jérémy. Si leur théorie était correcte, Tracy pouvait encore être en vie mais en grand danger. Les enquêteurs, convaincus de tenir leur suspect Jérémy, ont rapidement déchanté. Ils ont découvert que Jérémy et son ami William avaient été arrêtés pour cambriolage avec effraction le 21 mars, soit quelques jours avant le meurtre présumé de Sandra. Jérémy se trouvait en prison au moment de l'attaque, ce qui l'innocentait complètement du meurtre sanglant. Cette révélation a contraint les enquêteurs à faire marche arrière. Le mystère de la disparition de Tracy demeurait entier, et le silence du ravisseur, sans demande de rançon ou autre, laissait craindre le pire. La police commençait à se demander si Tracy était toujours en vie. Néanmoins, il restait une lueur d'espoir. Tracy pouvait être retenue en otage, et chaque heure passée réduisait ses chances de survie. Les enquêteurs ont donc décidé de rencontrer Jérémy en prison pour comprendre s'il pouvait les aider à identifier de nouvelles pistes.
Lors de cet entretien, Jérémy a confirmé qu'il n'était plus en couple avec Tracy à cause de l'ordonnance restrictive obtenue par Sandra. Il était contraint de rester à distance de la jeune fille et leur relation s'était terminée peu de temps après. Cependant, Jérémy a révélé que Tracy avait rapidement tourné la page et avait commencé à sortir avec un autre garçon, Paul Nelson. Le visage de Jérémy s'est durci à l'évocation de Paul. Il ne dissimulait pas sa haine pour ce dernier, affirmant ouvertement qu'il voulait le battre. Selon Jérémy, Paul était une mauvaise influence sur Tracy, l'entraînant vers des activités criminelles et l'exposant à des substances illicites. Jérémy prétendait qu'il s'inquiétait sincèrement pour elle et qu'il avait tenté de la mettre en garde contre les dangers que représentait Paul. Cependant, il a nié toute haine envers Sandra, affirmant même que leur relation s'était améliorée après que la colère de Sandra se soit déplacée vers Paul. D'après Jérémy, il soutenait même Sandra dans ses efforts pour éloigner Tracy de Paul, car il voyait lui-même ce dernier comme une menace. Au même moment, les résultats finaux de l'autopsie de Sandra ont été remis à la police. Le médecin légiste a déterminé que la mort de Sandra était survenue le 26 mars. La victime avait reçu 4 coups violents à la tête avec un objet contondant. Ces coups avaient provoqué sa mort, et l'étranglement avec le cordon d'alimentation n'avait servi qu'à s'assurer qu'elle ne survivrait pas. Avec ces nouvelles informations, les enquêteurs avaient désormais un nouveau suspect en tête, Paul Nelson. Son nom, jusque-là en périphérie de l'enquête, venait de devenir central. Paul, en tant que petit ami actuel de Tracy, avait non seulement un lien direct avec la victime, mais, selon Jérémy, il aurait également pu exercer une mauvaise influence sur la jeune fille. La police devait impérativement le retrouver pour l'interroger. Cependant, Paul semblait avoir disparu. Les policiers se sont rendus chez lui, mais ses parents ont déclaré ne pas l'avoir vu depuis le 26 mars, tout comme Tracy. Leurs absences simultanées, à partir de la date de la mort de Sandra, ne faisaient qu'épaissir le mystère. Les enquêteurs étaient désormais convaincus que Paul Nelson jouait un rôle crucial dans le meurtre de Sandra et la disparition de Tracy. Il leur fallait retrouver Paul pour comprendre ce qui s'était réellement passé et, surtout, découvrir le sort de Tracy. L'enquête a révélé que Paul était en contact constant avec un ami nommé Zwickl, chez qui il vivait avant de prendre la fuite. Lors de leur entretien avec Zwickl, celui-ci a fourni des informations importantes. Zwickl a confirmé que Sandra, tout comme avec Jérémy, s'opposait fermement à la relation entre Tracy et Paul. Elle pensait que Paul avait une mauvaise influence sur sa fille et l'entraînait vers des comportements dangereux, notamment la consommation de substances illicites. Malgré les avertissements et interdictions de sa mère, Tracy continuait à voir Paul en secret. Puis la situation s'était aggravée lorsque Tracy avait découvert qu'elle était enceinte. Cette nouvelle avait profondément contrarié Sandra, qui voyait cela comme une grave erreur, en particulier avec un garçon qu'elle considérait comme toxique. Tracy, refusant de voir les choses sous cet angle, s'était opposée à sa mère. Sandra, dans une tentative de ramener sa fille à la raison, avait proposé une solution radicale. Si Tracy voulait continuer cette relation et fonder une famille avec Paul, elle devrait quitter la maison et vivre avec lui. Cette décision avait choqué les deux jeunes, car ils n'avaient aucun endroit où aller. Finalement, Sandra avait suggéré à Tracy d'avorter, ce qu'elle avait accepté. Cependant, cet événement avait davantage envenimé leur relation, et la tension était montée d'un cran. Sandra avait même menacé de lui retirer les clés de la voiture si elle ne rompait pas avec Paul. Cette pression constante de Sandra avait sans doute nourri la rancune de Paul, qui pouvait avoir vu en elle un obstacle à leur amour. Selon Zwickl, le 26 mars, Paul était rentré chez lui vers 10 heures du matin, visiblement en hâte, et avait commencé à rassembler ses affaires. Il lui avait dit qu'il prévoyait de fuir avec Tracy et qu'il disposait de $2000, une somme suffisante pour survivre pendant un certain temps. Zwickl se souvenait aussi que Paul avait mentionné vouloir s'enfuir avec la voiture de Tracy. Paul n'avait pas évoqué la mort de Sandra auprès de Zwickl, mais ce dernier commençait à soupçonner qu'il était impliqué dans le meurtre. Paul avait également révélé à Zwickl qu'il avait mis le magnétophone de Sandra en gage pour obtenir de l'argent. En effet, le magnétophone manquait à la maison, bien que ce détail n'ait pas été remarqué immédiatement. Cependant, la vente de l'appareil n'avait rapporté à Paul qu'environ $50,
ce qui ne justifiait pas les 2000 $ qu'il prétendait avoir. Il devenait donc crucial de comprendre d'où venait cet argent. L'enquête a pris une nouvelle tournure lorsque les policiers ont découvert que, le 26 mars, Tracy avait encaissé un chèque de 2000 $ tiré sur le compte bancaire de sa mère. Cela s'était produit le jour même du meurtre de Sandra. En remontant cette piste, les enquêteurs ont appris que Tracy s'était rendue à la banque en compagnie de Paul. À la caissière, elle avait affirmé que sa mère lui avait donné l'argent pour acheter une nouvelle voiture. La caissière, bien que trouvant la situation quelque peu étrange, n'avait pas soupçonné que Tracy puisse être en danger. Tracy et Paul étaient restés calmes, ne montrant aucun signe de détresse. Avec toutes ces nouvelles informations, Paul Nelson devenait le suspect numéro 1 du meurtre de Sandra. Les enquêteurs du Kansas, désormais en alerte, ont lancé une recherche nationale pour retrouver Paul et Tracy. La possibilité que Paul ait tué Sandra pour ensuite fuir avec sa fille semblait de plus en plus probable. Les policiers, face à ces nouveaux éléments, ont commencé à envisager une hypothèse plus sombre. Tracy n'était peut-être pas une victime, mais une complice active dans le meurtre de sa propre mère. Pour vérifier cette hypothèse, ils se sont tournés vers Candice, la meilleure amie de Tracy. Lors de son entretien avec la police, Candice a révélé que le 25 mars, Tracy l'avait appelée après une violente dispute avec sa mère. Sandra, furieuse, avait pris les clés de la maison et menacé d'expulser sa fille. Ce conflit avait exacerbé les tensions entre elles. Tracy avait alors confié à Candice qu'elle et Paul Nelson avaient décidé de fuir ensemble. Candice se souvenait très bien de cet appel, mais elle était convaincue que Tracy n'aurait jamais pu tuer sa mère de sang-froid. Selon Candice, malgré les disputes, Tracy avait toujours montré une grande affection pour Sandra. Cependant, les policiers, avec ces nouvelles informations, ont confirmé leurs soupçons. Tracy n'avait jamais été retenue en otage. En réalité, elle avait planifié de s'enfuir avec Paul dès le début. La situation devenait encore plus inquiétante. Tracy avait-elle joué un rôle direct dans le meurtre de sa mère? Les enquêteurs ont ensuite appris que Tracy et Paul avaient traversé la frontière mexicaine après le meurtre, mais qu'ils étaient revenus sur le territoire américain près d'El Paso, au Texas. Leurs allées et venues demeuraient mystérieuses, mais la police savait désormais qu'ils se trouvaient quelque part au Texas. Le 8 avril, la situation a pris un tournant décisif lorsque Candice a de nouveau contacté la police. Elle venait de parler à Tracy au téléphone et a immédiatement transmis le numéro de son ami aux enquêteurs. Grâce à cette information, les autorités ont pu localiser les fugitifs en périphérie d'El Paso. Ce même jour, Paul Nelson et Tracy ont été arrêtés. La meilleure amie, en collaborant avec les enquêteurs et acceptant de continuer à discuter avec Tracy, a joué un rôle crucial dans leur capture. Lors de leur arrestation, Paul et Tracy ont été immédiatement emmenés au poste de police pour interrogatoire. Paul, loin de l'image d'un criminel aguerri, paraissait terrifié, tremblant littéralement en racontant sa version des événements. Sous pression, il a révélé les détails du meurtre. Selon ses aveux, la nuit du 25 mars, Tracy l'avait secrètement introduit dans la maison familiale après que Sandra lui ait pris la voiture et menacé de la mettre à la porte. Les deux adolescents avaient alors élaboré un plan pour fuir ensemble, mais c'est Tracy qui, selon Paul, avait suggéré une solution beaucoup plus radicale: tuer sa mère. Le matin suivant, alors que Candice, ne se doutant de rien, est venue chercher Tracy pour aller à l'école. Paul se cachait dans la maison, armé d'un bâton en bois qu'il avait trouvé sur place. Il prévoyait d'utiliser ce bâton à la manière d'une batte de baseball pour attaquer Sandra. Paul a prétendu qu'il ne voulait pas tuer Sandra, mais simplement la frapper assez fort pour qu'elle perde connaissance, leur laissant le temps de fuir. Toutefois, cette version des faits a rapidement éveillé la méfiance des enquêteurs. Pourquoi se contenter de l'assommer, sachant qu'elle reprendrait conscience et pourrait alerter les autorités? Il était évident que ce plan n'avait aucun sens, à moins que l'objectif n'ait été, dès le début, de la tuer pour s'assurer qu'elle ne les poursuivrait jamais. Les policiers en étaient convaincus. Le meurtre de Sandra n'était pas un accident. Il s'agissait d'un acte délibéré, motivé par le désir de se débarrasser de celle qu'ils considéraient comme un obstacle à leur liberté. Paul a poursuivi son récit glaçant. Selon lui, tout avait basculé lorsque Sandra, en ouvrant la porte, l'avait immédiatement surpris en le confrontant avec des insultes et des cris de colère. Cette réaction a déclenché une vague de rage chez Paul qui l'a alors attaqué.
À plusieurs reprises, il l'a frappée à la tête avec un bâton en bois jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. C'est à ce moment-là qu'il a appelé Tracy, qui est rapidement arrivée sur les lieux. Ensemble, ils ont pris une décision fatale. Tracy a mis une corde autour du cou de sa mère et l'a étranglée jusqu'à ce que Sandra cesse de bouger. Ensuite, ils ont couvert son corps avec une couverture avant de fuir, pensant qu'ils laissaient leur passé derrière eux. Pendant que Paul faisait cette confession, dans le bureau adjacent, Tracy donnait sa propre version des faits, avec un sourire aux lèvres. Leurs récits coïncidaient sur de nombreux points, à l'exception du degré de culpabilité de chacun. Tracy affirmait qu'elle n'avait jamais voulu tuer sa mère seule et que c'était Paul, avec sa nature violente, qui avait fait tout le sale boulot. Selon Tracy, elle n'avait fait qu'assister à l'acte et n'avait joué qu'un rôle secondaire. Cependant, elle a révélé un élément clé, l'endroit où était caché le bâton utilisé pour frapper Sandra. En suivant ces indications, les policiers ont retrouvé l'arme du crime dans la cour arrière de la maison, recouverte du sang de la victime. Avec ces preuves accablantes, le procureur était prêt à poursuivre les deux adolescents pour meurtre au premier degré. Conformément aux lois de l'État, une telle infraction était passible de la réclusion à perpétuité, avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Les avocats de la défense de chaque partie tentaient de minimiser la culpabilité de leur client. La défense de Paul affirmait que le jeune homme avait agi sous l'influence de Tracy et qu'il n'était coupable que d'homicide involontaire. De son côté, l'avocat de Tracy soutenait que c'était Paul, l'instigateur du crime, qui avait étranglé Sandra, tandis que Tracy n'avait qu'un rôle passif. Le procès, qui a débuté le 26 février 1999, a été extrêmement tendu et émotionnel. Les deux accusés, loin d'exprimer des remords, adoptaient une attitude provocante, riant et se comportant de manière insolente pendant les audiences. Tracy, en particulier, refusait de voir sa famille, malgré les demandes répétées de Chad, son frère, qui souhaitait la rencontrer pour comprendre comment elle avait pu participer au meurtre de leur mère. Finalement, le 22 avril 1999, le tribunal a rendu son verdict. Les deux adolescents ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. À l'annonce de cette sentence, Paul Nelson a fait un geste obscène, soulignant le mépris qu'il portait au système judiciaire et l'absence totale de remords. Tracy, tout comme Paul, ne montrait aucun signe de regret pour ses actes. Tracy a tenté de revenir sur son plaidoyer en 2013, affirmant qu'elle avait été mal conseillée et sous l'influence de Paul, mais sa demande a été rejetée. Les deux criminels sont toujours en prison. Il est en effet très peu probable que Tracy et Paul soient libérés un jour de prison. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.